Salut! Bienvenue tout le monde à Go to the Gym Podcast. Mon nom c'est Jerry Blackburn. Aujourd'hui, on va plonger un peu plus en détail sur mon histoire. Donc, les gens qui me connaissent des réseaux sociaux, de la business, vous allez apprendre beaucoup plus de comment je suis devenu l'homme aujourd'hui, de où je suis parti. Pour ceux qui n'ont aucune idée, je suis qui? Mon nom, c'est Jerry Blackburn, j'ai 35 ans, propriétaire des Blackburn Athletics, Blackburn Pilates, un entrepreneur qui adore le fitness au Québec. Et voici mon histoire. Depuis que je me rappelle des histoires avec mon père, chaque fois que j'allais chez mon père, mes parents sont séparés. Mon père avait toujours des side hustles. J'allais chez lui le vendredi soir avec mon frère, puis soit on allait à l'entrepôt parce qu'il commençait une business à vendre des affaires solaires. Excuse, mon français n'est pas trop top, là, mais je vais essayer de naviguer le plus possible. Au curling, à ce jour, aujourd'hui, il joue au curling, mais c'est lui qui a le pro shop dans le sous-sol. Il achète des produits, service à clientèle, il vend ça pour un profit. Je réalise maintenant dans la vie que le côté entrepreneur, le côté éthique de travail vient énormément de mes parents, surtout mon père, au niveau du service à la clientèle. Je me rappelle encore, puis ceux qui travaillent avec moi vont rire, on était au curling, puis ils changeaient le papier de toilette. Je me rappelle pas j'avais quel âge, mais il m'a mentionné « Never cheap out on toilet paper, Jeremy ». Puis à ce jour, même avant ce podcast, je suis allé aux toilettes, puis notre papier de toilette au bureau n'est pas optimal. On va changer ça tantôt. La raison pourquoi je parle de ça, c'est tous les petits détails derrière le service à la clientèle. Au curling, c'était pas juste le match de curling. Pour lui, c'était assurer que les gens sont reçus avec un sourire, qu'ils sont bien équipés. Jusqu'au vestiaire, aux salles de bain, dans leur intimité, tout doit être à 100%. Puis les gyms Blackburn ont été construits là-dessus. D'un autre côté, ma mère, je me rappelle, n'était pas souvent à la maison, selon mes mémoires qui sont vagues, parce qu'elle voulait faire du cash. Elle travaillait en restauration, elle gagnait des prix de meilleure serveuse de l'année pour le Delta Hotel. Les week-ends, elle faisait venir des... C'est dur à expliquer, mais des genres de side quests. Notre télévision, notre manette était enregistrée avec une compagnie pour qu'ils puissent analyser notre data pour faire un peu plus de cash. Elle essaie toujours de nous trouver des photoshoots ou des projets pour faire du cash. Je le remarquais pas quand j'étais jeune, mais maintenant, je réalise, elle travaillait tellement fort pour assurer qu'on avait tout ce qu'on avait besoin. On n'était jamais dans le luxe, mais chaque année, on était capable d'aller à Wildwood, New Jersey. N'importe quel sport que je voulais faire, le karaté, le soccer, moi puis ma famille, mes frères, ma soeur, on pouvait le faire. Et je me rappelle encore, ma première job, c'était une agence de placement. Je sais pas trop comment dire ça. Ils nous appelaient, j'avais 14 ans, une couple d'heures avant qu'il y avait un chiffre disponible. C'était souvent des chiffres de 10 à 12 heures. Ils nous amenaient dans les places vraiment différents, je disais, que mon travail en ce moment. On travaillait dans les entrepôts de Labatt à stocker des 24 de bière pendant 10 heures. À un moment donné, on avait un job, on avait les suits de Homer Simpson avec les bodysuits, puis on remplissait des 30 kg de sel pendant 10 heures dans les machines. J'ai encore des brûlures sur mon ventre parce que je me suis brûlé avec le sel de ce produit-là. Et peu importe si j'étais fatigué, si je brossais la veille dans le temps que j'habitais chez ma mère, elle s'assurait qu'on se réveillait, elle s'en foutait de l'excuse si on était malade, si on était fatigué. Tu as donné ta parole pour aller travailler, tu te lèves et tu vas travailler. Tu te coucheras après. Ça, je vais toujours la remercier. L'éthique de travail, la constance, le respect
pour mes patrons, même si je n'aimais pas toujours, était toujours là. Drôle d'anecdote, la fois qu'elle a décidé de plus jamais m'envoyer à cette agence-là, on a reçu un appel pour nettoyer des usines. Elle me drop là. Il y a des gros cylindres sur le bord de l'autoroute. Puis c'est des cylindres qui remplissent avec du roadkill. Donc, tous les animaux morts se ramassent dans ce gros container-là qui doit être au moins 8 à 14 étages de haut. Puis quand ce container-là se vide, je sais pas qu'est-ce qu'ils font après, mais ils envoient ça dans une poubelle, mais il y a des gens qui doivent le nettoyer. Puis moi, cette journée-là, c'était la journée pour nettoyer. Et quand j'ai terminé ce corps de travail-là, puis je suis embarqué dans l'auto, puis ma mère a vu ma face, puis elle a senti comment je puais. Elle dit « OK, tu dois aller trouver un autre job. » Mais c'était jamais dans la victimisation, c'était jamais dans le « Oh my God, mon pauvre petit garçon, voyons qu'ils t'ont fait ça. » Non, OK, on va plus travailler là. Demain, tu vas travailler sur ton CV, tu vas aller trouver un autre job. Quand j'étais jeune, il n'y a rien de ma jeunesse. J'ai aucun souvenir de savoir qu'est-ce que je voulais être. Donc, tout ce que je vous compte, j'ai réalisé dans les dernières années. C'était pas vu que mon père c'est un hustler puis ma mère travaille fort, j'ai envie de devenir entrepreneur. C'était jamais ça. Même je me rappelle encore au secondaire 5, quand on faisait la fin d'année, le job fair, on avait plein de choix de trouver qu'est-ce qu'on voulait faire. Je regardais pour être coiffeur. Je regardais pour être monteur de cabinet, aller faire un trade school. J'ai fait des tentatives de travailler aux douanes, au Poste Canada. J'ai fait ma première année au cégep, Law and Society, dropped out. Deuxième année, je suis rentré en criminologie, dropped out. Troisième année, à John Abbott College, j'ai trouvé un programme de 3 ans, Youth and Adult Correctional Intervention. Donc, pour devenir intervenant, pour travailler dans les prisons, travailler dans les pénitenciers, travailler avec des jeunes dans les écoles. Et c'est le seul programme qui m'est resté. Puis j'ai terminé mon diplôme là-dedans, mais j'avais aucune idée jusqu'à, je dirais, 22, 23 ans que je voulais faire quelque chose de gros. J'étais pas la personne qui avait le meilleur comportement. Juste pour vous donner une idée, la première fois que j'ai fait l'amour de ma vie, c'est aussi la première fois que j'ai fait la cocaïne. Ma première blonde, je n'aimerais pas son nom, elle se tenait avec les mauvaises personnes. Je me rappelle, je suis rentré au secondaire 1, j'ai vu cette belle femme-là, mais calisse qu'elle avait des amis horribles. On allait chez ses amis, puis c'est la mère de son ami qui m'a introduit à la cocaïne. Un couple de mois après ça, moi et elle, on fumait du crack dans un parc. Donc, tu sais, le secondaire, il a commencé assez rock'n'roll. Puis dans cette phase-là, tu le dis pas à tes parents. Là, commencer à avoir des secrets, vu que mes parents étaient très présents, mais ils travaillaient beaucoup. Quand ils travaillaient beaucoup, je faisais des niaiseries, les mensonges. Puis très rapidement, mon secondaire est devenu... Je faisais des gaffes, je me faisais chicaner, des suspensions. Je me battais, je dirais. Je pense que j'ai encore le record de combat dans une année à Centennial Regional High School, Greenfield Park. On pourrait fact-check ça après. Je veux juste prendre un 10 secondes pour vous remercier d'écouter ce podcast-là. Je veux continuer à faire beaucoup de contenu gratuit pour vous. La meilleure façon de m'aider, c'est de like le podcast, subscribe à notre channel et de le partager sur des réseaux sociaux. Je ne dérange pas plus que ça. Bonne écoute. J'étais extrêmement mal entouré avec mes amis que j'avais dans ce temps-là. J'étais toujours le gars qui essayait. Je me rappelle encore, les seules fois que je leur faisais rire, c'est quand je m'insultais moi-même. Je voulais tellement être accepté, je voulais tellement que les gens m'aiment que je faisais n'importe quoi pour me faire aimer.
Mais quand tu fais ça dans le mauvais crowd, ils vont t'introduire à plein de choses parce que tu dis oui à tout, tu te respectes pas. Tu veux pas dire non parce que tu veux pas déplaire. Tu veux te faire des amis, tu veux te faire accepter. Fait que chaque opportunité pour boire de l'alcool, pour se battre, pour skipper l'école, pour faire la drogue, je l'ai toute faite, puis j'ai tout pris ces occasions. Heureusement, à ces moments-là, l'école pour moi était quand même facile. Même si j'étudiais pas beaucoup, si j'avais la misère à l'école parce que je me faisais suspendre à chaque 2 semaines, avoir un 70, c'était la norme pour moi. Puis je me rappelle encore, pauvre ma mère. Sorry, mom, if you're listening to this. À un moment donné, les études allaient un peu moins bien secondaire 5. C'est sûr, quand tu commences à faire la cocaïne en secondaire 1, c'est rough. Excuse, en secondaire 1, je commençais à avoir la misère avec mes études. Donc, mes parents ont... Je sais même pas si ma mère, elle sait cette histoire-là. We'll talk about it later, mom. Ils ont créé un programme pour me payer si j'ai des bonnes notes. Je me rappelle pas exactement, mais si j'avais un 80 dans une classe à la fin de la session, j'avais 20 $. J'avais 90, j'avais 50 $. Mais faut pas oublier, il y avait 4 enfants dans la maison. On était chanceux, on manquait jamais de rien, mais on vivait pas dans le luxe. Puis cette année-là, j'ai découvert le speed. Ça, c'était... Ça a changé ma vie. Ça, c'était le début de ma boulimie, que je vais embarquer un petit peu plus tard. Mais dans un monde que je m'aimais pas, que j'essayais de me trouver des amis, j'essayais d'avoir le corps parfait. Je commençais pas trop à m'entraîner à ce moment-là. Je faisais du karaté puis du curling, mais pas de la musculation à la base. Le speed a été la drogue le plus game changer négativement. J'ai découvert en secondaire 1 que le speed, c'est drôle, ça me donne... Il y a 1 an, je faisais un peu de Ritalin. J'ai arrêté ça. Ça me donne exactement le même effet. Le speed, j'ai commencé à faire ça pour me concentrer. Donc, j'ai découvert ça dans un party. Hey man, 8 heures, grindé. Je suis capable de parler avec du monde. Je suis capable d'avoir des conversations avec des gens. Puis je mange pas en plus. Ça, c'est malade. Fait que là, j'ai commencé à faire du speed. Graduellement, le speed à l'école, c'était un speed le matin avant d'aller à l'école. Fait que j'étais déjà grindé dans l'autobus. À midi, quand je pognais mon down, un autre speed. Puis sur l'autobus, pour revenir à la maison, un autre speed. Fait que pendant, je sais pas exactement le nombre de mois, je pense aussi qu'en faisant toutes ces drogues-là, ça a affecté ma mémoire un petit peu et mon français. That's a joke. Pendant 1 an, speed, 3 speeds minimum par jour, 7 jours sur 7. Peut-être que je prenais une pause une fois à la fin de semaine. Mais j'ai eu des notes incroyables. Je pense que mon examen de mathématiques en secondaire 1 avec M. Gauthier, je pense que c'était 99,1%. Je sais toujours pas à ce jour comment j'ai perdu 0,9%, mais les notes étaient malades. Puis là, j'avais du renforcement positif. Great job, Jerry! Ma mère, toute ma famille, tout le monde était content. Il n'y avait aucune idée de la drogue. Donc, je continuais. J'aimais ce comportement-là. La boulimie, je ne sais même pas comment ça a commencé. Quand j'étais adolescent, l'introspection n'existait pas. Mon père, mon beau-père, c'était des hommes, des old school men. On ne parle pas de nos émotions. Je voulais pas en parler avec ma mère, donc je faisais pas vraiment d'introspection. Ce que je comprends aujourd'hui, j'étais énormément dans la dépendance affective. J'avais toujours besoin d'être avec des gens, toujours besoin de me faire aimer. Donc, j'étais toujours dans l'action, que ce soit le sport, aller au cinéma Gouzeau. Dans le temps, c'était MSN, MySpace. J'avais besoin de toujours me sentir valorisé, de me sentir aimé. Mais quand tu es dans la dépendance affective, j'ai appris ça il y a quelques années, ton bonheur dépend des sources externes. Mais quand ces sources externes-là sont nocifs, comme les miens étaient, ça peut vraiment ruiner ta vie. Je me compte encore extrêmement chanceux
d'avoir eu des parents constants dans leur amour, des gens aux écoles secondaires, mes professeurs, les directrices, les vice-directrices qui tenaient à moi, ils voyaient le potentiel à moi, puis ils m'ont jamais lâché, puis je serais toujours reconnaissant pour ces gens-là. Mais j'ai aucune idée, même c'est quand que j'ai commencé à faire l'introspection. L'introspection, puis on plongerait là-dedans un petit peu plus tard, c'est venu après un voyage à Vegas que j'avais perdu 19 000 puis j'ai fait de la coke tout le week-end. Fait que la consultation, l'introspection, vraiment réaliser que j'ai un problème, c'est arrivé à 20 ans, 21 ans. Avant ça, l'introspection n'existait pas dans ma vie. Je comprenais pas c'était quoi. Fait que pour les gens qui écoutent ça, j'ai pas nécessairement de conseils. Pour les parents qui écoutent ça, qui ont des enfants qui struggle un petit peu, ce que je peux vous dire, c'est leur donner de l'amour. Mais de quand même être dur avec eux autres. Mes parents, même si je vivais tout ça, c'est tu te réveilles, tu vas travailler. Trop souvent, quand tu as des parents qui vont, oh, mais mon pauvre enfant. Là, j'ai dit que j'allais pas parler de business dans ce podcast-là. Par contre, c'est la même chose avec les employés. Quand tu as un employé qui est moins performant, qui a de la misère, mais si on continue à ah, mais c'est correct, il est gentil, tu aides pas cette personne-là. Cette personne-là aide pas à l'entreprise. Je compare la même chose avec l'enfance. Tu veux que ton enfant soit bien, ça va pas dire que tu dois enlever toutes ses responsabilités. Mes premiers souvenirs de la boulimie, j'étais en secondaire 3 ou 4. Je suis allé à l'école. Mon ami Danny, à ce moment-là, les deux, on était vraiment emo, là. Emo solide, les cheveux noirs dans la face, les bracelets, là. Vraiment emo. Aujourd'hui, on appelle ça goth, mais moi, j'étais emo solide. Puis mon premier souvenir de ce que je me rappelle de la boulimie, c'était je suis allé dans les toilettes, puis j'ai dit à mon ami Danny, sorry, je dois aller me faire vomir. Puis je me rappelle, il était tellement confus. Il était là pour moi, pour me supporter, mais il savait pas quoi faire. Donc, ça a juste commencé à être une routine que j'allais me faire vomir, puis je disais à Danny, puis il disait rien à personne parce qu'il savait pas quoi dire, mais extrêmement rapidement, la boulimie a commencé à contrôler ma vie. Je m'aimais pas, je voulais pas prendre du poids, j'avais aucune éducation, personne dans mon entourage avait une éducation. Il faut pas oublier, j'étais extrêmement bon à cacher tout de mes proches et ma famille parce que j'avais honte, parce que j'étais gêné. La boulimie a 3 parties. Un, c'est, je vais le dire en anglais, le binging. Donc, tu peux avoir la boulimie seulement avec le binging. Donc, intentionnellement, overeat, overeat, overeat. Tu sais, combler un vide. Il y a l'autre partie que c'est le purging. Juste te faire vomir. Donc, te faire vomir, que ce soit 1 fois par jour, 2 fois par jour, 1 fois par heure, c'est une partie de la boulimie. Et il y a le Deluxe Edition, qui était le Jerry Blackburn Boulimie. C'était, je mangeais intentionnellement des énormes, énormes, énormes portions, en sachant très bien le moment que je finissais de manger, je buvais 1 verre d'eau, 2 doigts, et je me faisais vomir. Et très souvent, après cette séance de vomissage-là, je retournais manger et c'était, je pense, dans le pic, j'avais des mois complets de 8 à 18 fois, je me faisais vomir par jour. Donc, imagine ça. Les parents partent tôt pour aller travailler. Moi, je me fais 12 égaux, les petits gaufres, là, avec plein de beurre, avec plein de Aunt Jemima. On n'avait pas d'argent pour du sirop d'érable. Je mangeais tout ça, je buvais de l'eau, j'allais me faire vomir. Donc, mes parents, ils se disaient « Oh my God, ils mangent tellement! » Mais ça, c'était continuellement. Tous les places où j'allais, je mangeais, je spottais la toilette. J'allais toujours aux toilettes après. Puis je pense que cette période-là a duré 12 à 18 mois.
Et j'étais tellement malheureux. Les amis le savaient un petit peu, mais pas à quel point que je le faisais. Et je crois que le turning point de toute ma vie, c'est même le moment que j'ai découvert l'entraînement, c'est quand ma mère m'a pogné. Donc, je me rappelle encore, on habite à Saint-Constant, on était au rez-de-chaussée, on a une petite toilette entre le sous-sol et le garage. Je pensais qu'elle était pas là ou je pensais qu'elle travaillait et elle m'entend vomir, puis elle ouvre la porte, puis, tu sais, elle me chicane pas, là. Elle pleurait, elle avait de la peine, puis elle dit qu'est-ce qui se passe? J'imagine pas, il y a 20 ans, là, on a ChatGPT, on a plein de sources, mais avant, qu'est-ce que tu fais quand ton enfant, tu le pognes en train de se vomir? Fait que ma mère a booké un rendez-vous à une clinique à Montréal qui spécialisait dans les troubles alimentaires. Par contre, à un moment donné, j'étais très faible, je tombais à l'école, j'ai été hospitalisé. Après une couple d'examens, j'avais perdu le tiers de la masse musculaire de mon cœur. Le mémoire me manque un petit peu, mais à un moment donné, mon énergie, mon comportement était flagrant que ça avait changé. Donc, on est allé à l'hôpital. On a su à l'hôpital que j'ai perdu la tiers de la masse musculaire de mon cœur, que j'étais sur le bord de faire une crise cardiaque. Ça, j'avais environ 16 ans. Le docteur m'a mis sur bed rest pendant 4 à 6 semaines. Donc, 4 à 6 semaines que je pouvais pas même monter les marches, c'était un risque d'une crise cardiaque. Ma mère devait être à la maison tout le temps pour m'aider. Et après ce moment-là, j'étais tout petit, tout maigre, tout fragile. C'est là que ma mère m'a inscrit au gym, au Proform à Delsin, avec Yann. C'est drôle, on s'est écrit. Il m'a écrit un couple de semaines pour louer son gym, whatever. Mais je parle encore à ce monsieur-là. Je ne sais même pas s'il se rappelle que j'étais son premier client. Puis je me rappelle, il y avait des bureaux dans le coin du Proform. Il prend ton prise de gras, etc. Il fait des petits tests, puis il te fait un plan d'entraînement. Et j'ai fait mon premier plan d'entraînement au Proform. Et j'ai développé un amour incroyable pour l'entraînement. À un moment donné, mes amis sont venus au gym, mon frère s'entraînait. Donc, c'est devenu quelque chose de social aussi d'aller au gym. Et pendant, écoute, je dirais 6 ans, c'était le gym, la musculation. J'apprenais comment prendre mieux soin de mon corps. Puis écoute ça, dans le temps, pour manger le moins de calories possible, mon beau-père me disait que les fruits, c'est bon pour la santé. Donc, ce que je faisais le soir, parce que je voulais pas prendre du poids. Faut pas oublier, je travaille sur la boulimie, mais il y a encore cette image-là dans ma tête que je suis gros puis je suis dégueulasse. Fait que la bouffe me fait encore peur. Tous mes acides de repas sont surveillés par mes parents puis tout le monde pour assurer que je ne vais pas me faire vomir après. Mais je me rappelle encore, moi, j'avais une chambre dans le sous-sol, l'ordinateur dans le sous-sol. Je pensais sincèrement que je pouvais boire du Coke Diet ou du Diet Vanilla Cherry Dr Pepper, vu que ça remplit le ventre, puis il y a 0 calories. Mon logique dans ce temps-là, c'était je peux seulement consommer du Diet Cola sans arrêt. Fait que mon ventre va être toujours plein. Je ne vais jamais engraisser. Ça, c'était vraiment la logique derrière ma pensée. Juste pour te dire à quel point on peut être idiot quand on est adolescent. Là, on a accès à plein d'informations, mais c'était ça ma logique. Fait que je mangeais des fruits avec du Diet Cola pendant longtemps. Mais ce que ça fait dans l'entraînement, pour ceux qui connaissent bien ça, t'as pas de calories, t'as pas de protéines, t'as pas d'énergie, tu récupères pas, tu te blesses souvent.
J'aimerais remercier notre commandite Blackburn Pilates, les meilleurs cours de Pilates sur Reformer au Québec. Nos studios sont luxueux, nos professeurs sont incroyables. On s'occupe de notre propre formation de 2 heures pour assurer que le coaching est complètement à sa coche. Si jamais vous voulez essayer un premier cours à 24,99, allez sur blackburnpilates.com. On en a plein partout au Québec. Avant d'aller dans l'adolescence, mon expérience de travail, dans la consommation, le gambling, un nouveau vice. Il y avait aussi une période au secondaire que je me automutilais. Faut pas oublier, j'étais dans la dépendance affective, j'avais besoin de l'attention des autres. Mais il y avait un moment que j'ai réalisé, premièrement, ma première blonde, elle s'automutilait. Puis vraiment intense, là. Je coupais tout le temps. Je me rappelle encore, plusieurs fois par année, elle nous disait, c'était une folle, là. Et elle a l'air gentille aujourd'hui, mais c'était une calice de folle. Excuse mon langage. Et si tu écoutes ça, ma première blonde, I hope you're doing better. Mais c'était une folle. Elle nous écrivait dans le temps des flip phones. Nous, on n'avait pas de réseaux sociaux. À 16 ans, on avait notre premier flip phone. C'était malade. Puis je recevais des textes. I'm gonna kill myself. Say bye to my family. Puis là, elle nous ghostait. Mais là, nous, puis tous les autres emo kids fucked up parce qu'on se tient tous ensemble. On s'écrivait, on courait après. C'était la personne la plus toxique que j'ai rencontrée de ma vie. Puis imagine, j'étais pas outillé comme je le suis aujourd'hui. J'avais 16 ans, j'étais un idiot. Je dirais pas idiot, j'étais juste... En anglais, on dit gullible. Tu sais pas c'est quoi la vie. Elle s'automutilait, mais elle faisait des... Je dirais pas des tentatives sérieuses de suicide, mais des menaces. Mais moi, à un moment donné, qu'est-ce que je fais quand tous mes d'amis emo qui ont des problèmes se coupent? Je me coupe. Par contre, je tiens à dire, surtout si mes parents écoutent, jamais, jamais, jamais de ma vie, j'ai eu des pensées suicidaires. Peu importe où dans ma vie. Pour moi, couper, c'était pour show off. Dans le temps, on avait des webcams. Fait que j'allais sur MSN, j'allais sur webcam, je me automutilais devant les gens. Je me rappelle encore des fois même, j'avais des gens que je voulais me battre avec. On allait sur webcam. Je suis comme, tu penses que tu peux me faire mal? Puis je me coupais. On pourrait faire un petit... T'es-tu capable de pogner, like, de voir? Fait que, tu sais, là, on les voit beaucoup moins, mais toutes les petits coupures ici, ça là, c'était une brûlure, donc j'avais allumé le lighter pour me brûler. Là, on le voit moins, mais j'avais coupé le fuck you. Celui-là, il est rempli de tatous. J'en avais ses jambes, j'en avais un peu partout, puis... Non, mais c'était jamais un group contact. J'avais des amis qui faisaient ça. C'était jamais on le fait ensemble. Tout le monde était comme déprimé de leur côté. Tout le monde était toxique de leur côté. Mais là, je me rappelle, j'ouvrais des... Puis là, je mets des enfants qui écoutent ça, faites jamais ça, là, mais j'ouvrais des rasoirs pour m'automutiler, puis après ça, je veux pas que mes parents, mes amis, personne ne le sait, à part ceux que j'étais en webcam avec, donc je mettais les... Tu sais, les genres de bracelets que les joueurs de tennis mettent pour le sueur, mais je mettais ça sur mes bras au complet. Tu sais, à ce jour, j'étais encore marqué, mais c'est fou les choses que je faisais pour avoir l'attention. Puis je suis extrêmement reconnaissant qu'il n'y avait pas vraiment des réseaux sociaux. Il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas Instagram. J'aurais été un mess. Les choses que j'ai faites sur cette webcam-là pour avoir l'attention, hey, écoute, je me rappelle encore. Je demandais aller en webcam avec des gens juste pour montrer ma graine. Comme tu ferais ça aujourd'hui, tu serais fini, là. Je suis chanceux qu'on n'avait pas les réseaux sociaux dans le temps. Fait qu'imagine, moi, mon webcam, c'était pour montrer ma graine, me couper devant les autres, caler l'alcool à mes parents quand ils ne le savaient pas sur le webcam, puis demander aux filles de me montrer leur boule. Tu sais, tu peux pas avoir plus stupide, innocent, toxique que ça. Avec ça, c'était ma vie. J'allais dans le sous-sol, je faisais ça tout le temps.
Le moment qu'ils m'ont pogné, puis encore là, ça se peut, je mélange des histoires. Et ma pauvre mère, à un moment donné, je suis allé à l'école, jamais dans l'intention de m'enlever la vie. Mais je me rappelle, j'avais monté les marches dans la salle de bain de mes parents, ma mère et mon beau-père. Puis je pense qu'il y avait des médicaments pour comme son pied ou quelque... Je ne sais pas, quelque chose. Pas des médicaments trop intenses, mais quand même, j'avais gobé la bouteille au complet. 20-25 pilules de je sais pas quoi. Je venais juste de me automutiler. Puis de ce- maintenant, je comprends, j'essayais tellement de me faire pogner. J'essayais tellement que quelqu'un le remarque. Parce que j'avais besoin, puis je sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de cette attention-là. Fait que l'automutulisation, gober des pilules, c'était dans l'objectif que quelqu'un me pogne, que quelqu'un m'aime. C'est triste de le dire comme ça, mais c'est ma réalisation aujourd'hui. Puis à l'école, hey, j'étais arrivé à l'école buzzé, là, incapable de marcher. Je marchais tout croche. Puis à un moment donné, quand un prof me trouvait, là, ils ont vu que par exprès, j'avais mal mis les affaires sur mes bras. Fait que là, imagine ma mère reçoit l'appel. Hey, je pense que ton fils est en train de faire un overdose, puis son bras il est automutilé. Hey, imagine. J'espère tellement qu'on me fait jamais ça. Fait que c'était extrêmement rock'n'roll. Puis en plus de tout ça, une semaine sur deux, hey, je me rappelle encore un combat. J'étais un gars, j'étais emo, je me automutilais, je faisais des niaiseries sur les webcams. Les gens avaient toutes les opportunités de rire de moi. Puis je me rappelle encore, pour vous mettre en contexte, moi, j'ai ceinture brune noire en karaté, j'ai fait des arts martiaux pendant 12 ans sans arrêt. Je, je savais comment me battre, je sais comment me battre, mais c'est des arts martiaux, tu devrais jamais utiliser ça à l'extérieur de l'école. On va reculer un petit peu en arrière pour vous parler de la première fois que j'ai dû me battre. Je suis sur les balançoires avec moi et mon frère jumeau. On se balance, on attend nos blondes, c'est des sœurs en plus, hein, 2 frères, 2 sœurs, c'était malade les parties. Puis à un moment donné, il y avait un petit Chris, il s'appelait Phil, avec ses petites crises de lunettes. Excuse-moi, je sac là, mais comme j'ai encore envie de défoncer le crâne. Avec ses petites lunettes, peut-être, tu sais, le gars, il avait pas de cheveux à 12 ans, là, you know? Fait que c'est sûr que c'était un trou de cul. Mais il est arrivé au parc, puis il commençait à nous niaiser. Mais moi, mon réflexe, ça a toujours été, c'était de défendre ma famille. Puis c'est drôle, j'ai débarqué du balançoire, puis de juste mon frère à côté qui continue à swinguer sans arrêt, sans arrêt. Et cette personne-là a commencé à me pousser, mais moi, j'ai mes 2 bras sur le côté comme ça. J'ai peur, mon cœur bat vite, j'ai pas le droit de me battre. Je me suis jamais battu dans la rue. Il me pousse, puis à un moment donné, le monstre est réveillé. Mon frère me dit Jeremy, get him! Puis à ce moment-là, je me rappelle, aucune technique, aucun rien, juste droite, gauche, droite. J'ai défoncé le crâne rasé de cette personne-là. Il a tombé à terre. J'ai jamais, jamais, jamais arrêté de le puncher. J'ai blackout un peu. J'ai juste des souvenirs que le voisin a vu ça puis il a dû arrêter. Et c'est incroyable parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Quand les gens ont peur de toi, ils vont te respecter plus. C'était un cadeau du ciel, mais c'était aussi un cadeau empoisonné. Je me suis fait chicaner par mon sensei, je me suis fait chicaner par ma mère, mais mon frère, man, je pense qu'il est reconnaissant à ce jour. Il m'en parle une fois par année de ce combat-là. Et mon deuxième combat que j'ai fait, secondaire, imagine, je me rappelle encore du kit que ma mère m'a acheté. Elle m'a acheté un kit Froggy, ça s'appelait. Coton été jaune, jaune banane. Avec des pantalons avec un zip au genou, jaune banane. J'avais tellement hâte de mettre ce kit-là, aller à l'école. J'ai mis ça pour aller à l'école. On avait pas une conférence, mais un meeting dans le auditorium de l'école.
Puis il y avait des gens de secondaire 2 assis en avant. Moi, j'étais assis en arrière avec mon ami Julien qui voulait toujours faire des conneries. Puis à un moment donné, le secondaire 2, il nous gosse. Mais moi je dis rien. Like, je veux pas me battre. Je veux me faire aimer, il faut pas oublier. Je veux pas me battre. Puis à un moment donné, Julien dit, ah, tu sais quoi? Jerry's gonna kick your ass. Là, j'étais en train de me chier d'un short carrément. Là, on va dehors, dans mon kit jaune, comme dans les films, un cercle autour. Il y avait un gars qui s'appelle Fahad. Encore là, tous les gens que je me suis pogné avec dans le temps, on est amis maintenant. Fahad, je me rappelle toujours, on était les deux un avant l'autre pour se battre. Puis là, il y avait Steven, même un animateur, qui disait All right, guys, are you ready to fight? Hey, je me sentais dans le UFC, mais j'avais tellement peur. Puis là, t'avais tout. Hey, ils étaient gros, là, les gars de secondaire 2, secondaire 3, secondaire 5. Et j'ai tellement défiguré ce jeune homme-là. J'ai été suspendu pendant une semaine. Mais tabarnak, quand je suis retourné à l'école, tous les secondaires 2 étaient gentils avec moi et respectaient chaque fois qu'ils me voyaient. Hey man, it's the fighter. Fait que moi, le gars qui voulait se faire aimer, qui avait besoin d'attention, j'ai trouvé comment avoir l'attention. Puis en plus, j'étais le gars qui portait des foulards roses, je mettais du eyeliner noir, j'avais des cheveux longs noirs jusqu'ici. Les gens avaient toutes les raisons de me niaiser. Mais à partir de ce moment-là, il y avait un zéro tolérance. Tu me niaisais, tu riais de moi, je serrais mon poing and I would beat the shit out of you. Je suppose. Cette époque-là, parce que là, tu avais commencé, tu sais, on a été dans. Tu as travaillé sur ta boulimie et tout ça. Mais malgré que tu as adressé des problématiques à cette époque-là, quand tu as continué, tu as eu d'autres problématiques après. Yeah. Fait que, tu sais, essaye d'aller dans le. À partir de ton secondaire, puis que tu as commencé plus, tu sais, comment tu es rentré dans les clubs, pourquoi que ça a continué, même si, clairement, à un point, l'attention, tu l'as eu quand ta mère t'a pogné boulimie. Yeah. Mais t'as pas eu tout ce que tu avais besoin à tous les niveaux parce que ça a continué. Fait que, tu sais, embarque dans. Pour vous épargner les détails de tous mes années de secondaire, c'était quand même constant. Des batailles, de l'alcool, de la drogue. Une chance que j'étais bon à l'école quand même. C'était quand même un récurrent là-dessus. Cégep, je me rappelle encore, juste pour te dire à quel point le comportement ne change pas. Mon deuxième année de cégep, quand j'étais allé à Champlain, il y avait un band ring. Band ring, c'est comme une place commune avec du pool et tout ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert le gambling. Je jouais des fois au poker avec mon beau-père ou mon père m'achetait des gratteurs, mais à Champlain, j'ai découvert qu'on pouvait jouer pour l'argent au pool, au football et tout ça. Fait que là, alcool, gambling, on avait toutes les vices. C'était formidable, c'était tout un party. Puis je me rappelle encore le moment que j'ai arrêté l'école. C'était la deuxième session. J'étais là, j'étais en français. Mais français, encore dans le verbe avoir puis le verbe être. Écoute, vous le savez, si vous écoutez ce podcast-là, vous le savez, j'ai pas une maîtrise en français. Mais à 18 ans, je devrais pas continuer à faire le j'ai, tu, as et tout ça. Je pense que c'est ça le verbe avoir, là, je me rappelle bien. Mais ce matin-là, j'avais sniffé la MDMA. 8h30 du matin environ, parce que j'étais tellement fatigué de la veille que j'ai décidé, ça me tente pas que ça dure longtemps dans mon corps, je vais la sniffer, ça va durer. Premièrement, l'affaire la plus douloureuse que j'ai mis dans mon nez de toute ma vie, faites-les jamais. Puis deuxièmement, imagine, t'es grindé à l'école, en train d'entendre le verbe avoir en français, puis la prof, elle te demande une question complètement niaiseuse que tu te sens juste insulté parce que t'es gelé à 8h, 9h du matin. Puis je l'ai regardé, je suis comme I fucking hate this class. Puis je me suis levé puis j'ai crissé mon camp.
Fait que, écoute, j'ai toujours eu ce comportement-là de je vais aller aux extrêmes quand je suis tanné, j'arrête. Je vais aller aux extrêmes quand je suis tanné, j'arrête. Mon premier job, c'était au Barbies. Mon premier vrai job. Au Barbies, mon ami Tyler m'a amené là. Barbies Resto Bar Grill à Brossard. Shout out my homie Pat. I love you, brother. J'ai trouvé un travail là. J'étais boss boy. Mon éthique de travail m'a permis de performer. Mais là, je me tenais avec des gens cool, des belles serveurs, des serveurs qui ont du cash. Mon ami Pat, qui est un de mes bons amis maintenant, c'était mon gérant dans ce temps. Il était cool. Où je m'en vais avec ça? Est-ce qu'il y Ouais. a quelqu'un dans cette époque-là qui t'a dit quelque chose de dur, mais vrai? Non. Non? Non. Dans le temps de la restauration, c'était juste plein de monde qui voulait faire le party. On est tous jeunes. On travaillait, on prenait un verre, on faisait le party. On dormait 2-3 heures, on allait travailler. C'était un rinse and repeat sans arrêt. Mais la meilleure leçon que j'ai eue de Patrick, c'est qu'il m'a monté serveur à un moment donné. Je commençais à faire du cash. Eux autres étaient extrêmement stricts. Tu travailles en restauration, tu arrives à l'heure, même 15 minutes d'avance pour préparer toutes tes affaires. On a des clients à servir. Et à un moment donné, c'était la graduation à mon frère. Mon frère a coulé 2 ans. Fait que moi, mes amis étaient toujours plus vieux. Lui était toujours le plus vieux de sa gang. Mais par contre, à son école secondaire, il y avait quelqu'un qui s'appelle Jérôme. A big black guy. Jerome, if you listen to this, love you. Une machine, là. Lui et son frère, c'est des tanks qui ont dû peser 45 livres quand ils étaient nés. Ils ont des cuisses gros comme mon corps complet, des joueurs de football. Jerome était le tank. Mais Jerome était connu comme le number one fighter de l'école à mon frère parce qu'on n'a pas été à la même école. Donc, c'était la soirée de la graduation à mon frère Jerome. Je me suis pointé là. J'ai dit, hey, moi, je suis le top de mon école. Toi, tu es le top de ton école. C'est le temps qu'on règle qui est le top. Il a dit, pas de trouble, let's go. Comme dans le temps, les vieux films de Grease Lightning, que c'est comme ça les hommes, ils réglaient des problèmes. On est allé dans une ruelle. C'était juste après des combats de Georges Saint-Pierre. Puis il faut pas oublier, je fais des arts martiaux. Je sais ce que je fais. J'ai une bonne base en jiu-jitsu. J'ai fait 12 ans de point fighting, la boxe. J'allais le défoncer, ce gars-là. Première ronde, on se bat. Ça va quand même bien. Ça va quand même bien. À un moment donné, il me met à terre. Faut pas oublier, je dois peser 150 livres, il doit peser 215 livres. Par contre, moi, quand il m'a mis à terre, j'étais confiant avec le jiu-jitsu. Par contre, tout le monde a dit « OK, break, round 2. » Oh, que je regrette ça. Puis là, la deuxième ronde, je vais avec un leg kick. Tu sais, mon but, c'était de faire mal à sa jambe en avant pour qu'il y ait moins de puissance pour lander un C-punch. Je donne un kick. Faut pas oublier, il y a des jambons gros de même. Je donne un deuxième kick. Le troisième kick, j'ai manqué. Ma jambe a glissé sur sa jambe. Je le voyais, sa grosse main droite. Il m'a punché dans le nez. Mon nez a atterri en dessous de mon œil ici. J'ai tombé à terre. Tu sais, à ce moment-là, quand un homme tombait à terre, c'était fini, là. C'était comme ça, les combats. Je dis « OK, I'm good. » Il m'a aidé à se relever. La police sont venus. Tout le monde est parti en courant. J'ai dû aller à l'hôpital. Ils m'ont replacé mon nez, qui m'a coûté 10 000 l'année passée en allant en Turquie pour le faire arranger. Un petit moment pour remercier notre commandite principale, Blackburn Athletics. Si vous voulez être dans la meilleure forme de votre vie, dans la meilleure ambiance, avec la meilleure musique, Blackburn Athletics offre les meilleurs cours de groupe au monde, la meilleure ambiance, les meilleurs coachs, les meilleurs cours et on a plusieurs gyms partout au Québec avec un abonnement. Si jamais vous voulez essayer le Blackburn Athletics, c'est seulement 10 $ pour ton premier cours. Allez sur blackburnathletics.ca. Mais tout ça pour dire, je travaillais le lendemain au Barbies. Je pense que mon chiffre commençait à 8 heures. J'étais arrivé là à 10h30. J'arrivais de l'hôpital. Fait que j'avais quand même la bonne intention d'aller travailler. Encore avec plein de sang. Je puais l'alcool. Et mon boss, Pat, me dit « Tu es pas capable. Tu n'as pas assez de responsabilité pour faire de l'argent.
T'es serveur maintenant, à place de faire 40 par chiffre, t'en fais 200. Tu rentres chaud chaque soir. Là, t'es rentré en retard. T'as deux choix. I fire you, je te mets dehors. Ou le deuxième choix, tu te retournes travailler boss boy pendant 1 an. Puis j'ai pris la décision en ce moment de retourner travailler boss boy pendant 1 an. Puis c'était le meilleur moment de ma vie. Ça m'a, même si j'ai eu beaucoup de problèmes par la suite, c'était une de mes leçons que pas parce que tu réussis quelque chose, j'ai réussi d'être serveur, que ça va être de même pour toujours. Pas parce que quelqu'un t'a offert une opportunité que tu n'as plus besoin de performer. Ça m'a vraiment montré, même à un moment donné, c'était au top, puis à ce moment-là, pour être serveur, pour moi, c'était le top. Tu peux toujours retourner en bas. Fait que c'était une année vraiment humbling. Je sais pas comment dire ça en français. J'ai travaillé là pendant 8 ans avec Patrick. Patrick m'a montré comment être un boss incroyable. Puis il faut pas oublier, à ce moment-là, j'avais encore la même blonde folle du début du secondaire, la crise de folle. Et je me rappelle, Patrick habitait... Le Barbies était à Brossard. Patrick il avait un condo tellement cool à comme 10 minutes de là. Mais à cette époque-là, j'habitais encore chez mes parents, à Saint-Constant. Chaque jour, je prenais l'autobus. C'était comme 1 heure et demie d'autobus pour aller travailler au Barbies. Mais le soir, Patrick, qui habitait à 10 minutes de son travail, il m'amenait, il me droppait chez mes parents à Saint-Constant, puis il retournait chez lui après. Il était dévoué, il was just a genuinely nice guy, puis même aujourd'hui, le gars est incroyable. Et je me rappelle encore, mon ex m'appelle, elle est folle, elle essaie de me trouver parce qu'elle croit pas que je travaillais, à trouver un char, à me courir après, puis Patrick entendait ça, puis il dit « What the fuck are you doing with this psycho? » Mais faut pas oublier, quand t'es dedans, puis tous tes amis ont des relations de même, pour moi, c'est une relation normale. Puis à ce moment-là, il a commencé à me coacher. Il a dit, là, tu vas dire que tu raccroches. Je vais pas te dropper chez ta mère. Fait comme ça, si elle arrive chez ta mère, tu seras pas là. Fait qu'on tournait en rond, t'allais au scratch. Puis le lendemain, il m'a commencé à coacher de, OK, là, premièrement, tu t'habilles pas bien, tu te soignes pas, tu pues. Là, tu vas prendre des douches à chaque jour, tu vas t'acheter du gel, tu vas bien t'arranger, tu vas aller au Toxic. Toxic, c'était un magasin au Maille Champlain. Maintenant, c'est le Stokes. Ils vendaient du Lucky Seven, du Dom Rebel, du Ed Hardy. Tu sais, tu te rappelles du Ed Hardy, hein, Sam? Puis il dit, va t'habiller, puis je vais te montrer comment pogner des femmes. Puis, hey, j'ai encore des histoires. On est allé au scratch, puis il était comme, look, man, this is how you do it. You see how this bartender's wearing a sweater? You gotta pay her shots and you gotta be nice to her. Fait que là, il a commandé comme 2-3 stingers. Après 2-3 shots, oh my God, elle a enlevé son coton à thé, puis là, elle était en top de sport. Faut pas oublier, là, j'ai 16 ans et demi, j'ai couché avec une femme, une relation avec une femme, une folle en plus. Là, tu vois une femme de 23, 25 ans, c'était malade. Puis Pat est devenu un peu mon coach à comment cruiser, comment pogner des femmes. Puis Pat est aussi quelqu'un qui ne faisait pas toutes les drogues que je faisais. Il aimait boire, mais c'était ma première influence positive en tant qu'adulte dans ma première job de restauration. Écoute, on a travaillé ensemble pendant... Là, on veut-tu plonger dans les stéroïdes et tout ça? Like... OK, on a une longue histoire, gars. Je sais pas si on devrait faire part 1, part 2, part 3, part 4, 2 heures à la fois. Écoute, je me rappelle encore, j'avais lâché l'école. J'ai dit à ma mère, je vais juste travailler. Je vais travailler au Barbies. J'ai décidé de quitter où j'habitais. J'avais trouvé une blonde à ce moment-là. Encore là, moi, j'avais quand même... Puis il faut pas oublier,
Je dis que ma première blonde était folle, puis là, je vais dire que l'autre ici est folle. J'étais aussi fou. Il ne faut pas oublier, là, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais toxique, je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui, marié avec une femme extraordinaire. J'étais aussi un piece of shit, Je le savais juste pas. Mais à un moment donné, j'ai rencontré une femme, elle était un peu plus vieille que moi. Longue histoire courte, on déménage ensemble. On avait loué. Et puis pour nous, c'était la plus belle place qui ait jamais existé sur la planète. On avait trouvé un bachelor à la prairie, juste en arrière de Tachereau. C'était un monsieur, pauvre monsieur, était paraplégique. Mais il y avait comme un sous-sol qu'on avait accès avec un mini cour pour mettre un barbecue. Les fenêtres, là, il doit avoir 6 pouces de fenêtres, mais pour moi, c'était la liberté. J'avais 17 ou 18 ans quand j'ai quitté la maison de mes parents. Puis j'ai habité là, je sais pas combien de temps, mais là, j'étais libre. Là, j'avais pas besoin de répondre à personne. Là, c'est un peu là aussi que j'ai commencé à me distancier de ma mère parce que je faisais tellement de gaffes et tellement de niaiseries, mais là, j'avais honte. Elle, chaque fois qu'elle me voyait, un peu plus, elle pleurait, elle me donnait un câlin, elle voulait tellement m'aider. Moi, je le repoussais, puis ça a duré, écoute, je dirais au moins 5 ans. Je voulais même plus aller au party de Noël et tout ça, parce que je le savais, allait... tout ce que je voulais dans la vie, l'amour et tout ça, elle me le donnait, mais là, je le voulais plus. Je le voulais plus de ma mère. J'allais chercher à des sources externes. Faut pas oublier, je m'entraînais. Là, c'était au Nautilus à Brossard que je m'entraînais parce que c'était à côté du Barbies. Et à un moment donné, on s'entraîne en boys, puis là, ils nous disent « Hey, j'ai découvert un produit incroyable, tu grossis des muscles plus vite, nanana. Ça s'appelle M1T. T'as-tu déjà fait M1T, Sam? Man, good for you. C'est pour ça que t'as l'air en santé. M1T, tu t'achetais ça au Muscle Media ou quelque chose sur le coin de Tachereau puis de Pelletier, je pense, ou quel Toys R Us. T'allais là, fallait que tu dises une phrase secrète. Il allait dans le backstore, il revenait avec un pot de M1T. Hey, ça là, t'es devenu tellement fort, tellement vite, bouton en face, des totons, tous les side effects, mais comme c'est là que j'ai commencé à découvrir, on peut devenir plus beef plus rapidement. On va sauter un peu de moment, mais je vais toujours m'en rappeler. Là, je voulais faire des compétitions de culturistes, toujours dans l'extrême, dans l'extrême. C'est pas juste m'entraîner pour être fort, c'est extrême. Là, je commençais à être beef. Là, quand je faisais mes combats de rue, je savais comment me battre, mais en plus, j'étais musclé. Donc, le renforcement, les raisons de continuer d'être musclé puis gros étaient bonnes pour moi. Là, j'ai découvert les stéroïdes. J'ai découvert, je me rappelle, je ne vais pas dire son nom de famille, mais je suis allé chez mon chum Simon. C'est lui qui m'a montré toutes les aiguilles, comment le faire. Il s'est piqué devant moi, je me suis piqué. Il m'a expliqué que, si on veut se piquer à chaque 2 jours, un dans l'épaule, un dans l'épaule, un dans la... Tu sais, on avait vraiment une séquence. Et ça m'a amené à mon pire douleur que j'ai eu de toute ma vie. Pour ceux qui ne connaissent pas les stéroïdes, il y a plein de sortes. Il y a la testostérone. Il y a plein de sortes. Mais un de les pires, puis ceux qui font des stéroïdes, ils vont aller reconnaître ça, c'est la trenbolone. Moi, je faisais la trenbolone. Ça, là, c'est comme si tout le temps, tu voulais te battre, tu avais une bouteille de Jack Daniels dans le corps, tu étais impatient, tu perds tes cheveux, tu es agressif, mais calisse que tu viens fort rapidement. Rajoute ça avec du Winstrol ça assèche ta peau, tes joints, etc. Puis il faut pas oublier, dans notre gang, il n'y avait personne qui faisait une bonne technique. Là. Tout le monde squattait comme la merde. Donc, j'étais allé au gym. Je me rappelle encore, j'avais beaucoup trop de poids sur les épaules. Je fais un squat, j'entends un toc dans mon dos. Par la suite, graduellement, au courant de les heures qui suivent, je me plie, je me plie, je me plie. Puis là, j'ai dû appeler des amis pour m'aider à me rendre à l'hôpital parce que je n'étais plus capable de me déplier. J'ai fait un hernie discale, donc j'ai encore des douleurs aujourd'hui.
je réalise dans la vie que j'apprends toujours en allant à le pire extrême. Tu peux pas me dire de pas faire quelque chose. J'ai besoin de le faire moi-même. Tu peux pas me dire, fais pas ça, c'est pas un bon business move. Même au contraire, si tu me dis que c'est pas un bon move, je vais le faire juste pour réussir, juste pour te faire chier. Parce que j'haïs ça me dire quoi faire. Ça a vraiment bien servi dans ma vie aujourd'hui en affaires, mais il y a encore des pour et des contre. Ben, les stéroïdes, c'était ça. Fais pas des stéroïdes, c'est pas bon, il y a des effets secondaires. Je m'en fous, je vais le faire. Fait que là, ça m'a pogné un hernie discale. J'avais une shape de patate pendant des mois. Je devais marcher avec une canne. J'étais hospitalisé, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas travailler. Ça, c'est vraiment ma vie au complet. Je me rends au bout de la consommation de drogue, de gambling, de tout ça pour soit arrêter ou diminuer, mais les moments que j'apprends le plus, c'est quand je frappe des murs. C'est pas ça que je suggère. C'est comme apprendre à conduire seulement quand tu as ton premier accident. Mais pour moi, ça a marché. Je suis là aujourd'hui avec une belle histoire pour vous autres, une très longue histoire. Mais pour ceux qui sont en train d'apprendre à me connaître, les comportements sont constants depuis que je suis adolescent. Je pense que la chose qui m'a sauvé, c'est mes parents. Tous les gaffes. Puis j'en ai, là, je pourrais faire 12 podcasts de 3 heures sur les gaffes, les erreurs, les mauvais comportements. J'étais toujours reçu avec l'amour. J'étais toujours reçu avec « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » T'es cave d'avoir fait ça, mais je t'aime puis je veux t'aider. Dans les pires moments de ma vie, la boulimie, la mutilation, c'était... Je suis tellement chanceux, c'était toujours... Je veux trouver des solutions pour t'aider. Ma mère était toujours en train de vouloir m'aider, était présente. Même si elle travaillait fort, puis elle était toujours là. Mon père, oui, je le voyais juste les week-ends, mais on allait toujours jouer au golf. On jouait toujours au hockey ensemble. On faisait toujours du sport. J'avais toujours ma famille, les valeurs. Même si je repoussais, je le savais en arrière de la tête que j'étais là. C'était là. Fait que s'il y a des parents qui écoutent ça, qui ont des enfants qui sont durs, ne lâchez-les pas. Il faut que le père soit présent. L'autorité, la discipline, encore là, c'est mon opinion, mais ça vient du père. L'amour, l'empathie, les câlins, ça vient de la mère. Le mélange parfait des deux est extrêmement nécessaire, selon moi, surtout quand ça va mal. Le sport m'aidait beaucoup. Jusqu'à temps que j'ai commencé à faire la drogue, je faisais beaucoup de karaté, je faisais du curling, jusqu'à temps que je réussis à me battre au curling, première fois de l'histoire. Mais un mélange de sport, de support et de parents qui m'aiment et même les amis qui m'aimaient. Le plus que je grandissais, même mes amis, they cared for me. Personne ne me lâchait. Puis c'est aussi parce que j'étais un ami fidèle au meilleur de mes capacités. Je ne lâchais pas le monde. C'était aussi un problème. Je ne lâchais jamais le morceau. Je voulais toujours rester leurs amis, même si c'était nocif pour moi. Avec les parents qui écoutent ça, c'est pas juste... J'étais pas juste reçu avec des amours, des câlins, pauvre enfant. Voici les conséquences à tes actions. Tu t'es fait suspendre encore. Tu dois rester à la maison pendant 5 jours. Mais man, tu vas torcher la maison. Puis si tu ne torches pas la maison, il y a des conséquences. J'avais des troubles de comportement, je me rappelle, au secondaire. Petite anecdote. Au primaire. En 5e année, Barbara Shammy. If you ever read this, I love you. Thank you. J'avais des troubles de comportement. Elle avait créé un programme que si à chaque fin de journée, j'avais une étoile, mais après 5 étoiles à ma journée, j'avais le droit de une récompense. Puis il y avait une journée que c'était pour une semaine, on t'appelle ce que tu veux. Et mon vrai nom, c'est Jérémy, avec des accents et un Y à la fin. Mais Jerry Springer était tellement hot à cette époque-là. Rest in peace, my brother. Si jamais vous n'avez pas écouté le documentaire, c'est un documentaire incroyable sur Netflix. Puis que je suis allé être là, comme moi, je veux que tu m'appelles Jerry Springer. Puis pendant une semaine, elle était fidèle à son engagement avec moi. Jerry Springer, Jerry Springer. Après une semaine, elle est comme, on arrête ça. Je suis comme, non.
Elle dit, look, I can call you Jerry, but I'm not calling you Jerry Springer. Hey, 28 ans plus tard, Jerry, ma femme m'appelle Jérémy quand elle me chicane. Elle me chicane jamais, mais ma mère, ma famille m'appelle encore Jérémy, mais sinon, c'est Jerry. Fait que surprise à tout le monde. Tout ça pour dire, dès un jeune âge, j'étais extrêmement chanceux avec l'école d'avoir des professeurs qui travaillaient avec mes parents, que les deux étaient dédiés pour m'aider. Nous, dans le temps, on n'avait pas des iPads, on n'avait pas juste « Hey, va te plugger sur quelque chose pour que j'aille la paix ». C'était « On travaille ensemble, on trouve des solutions ». Si, encore là, j'espère jamais ça arrive, j'avais les mêmes comportements avec mon garçon aujourd'hui, ça serait couper les privilèges, couper la télévision, définitivement pas de réseaux sociaux, pas rien de ça. Tu vas aider avec la vaisselle, tu vas faire le ménage, tu vas torcher le garage, tu vas aller faire ton sport. Je t'aime, but I gotta hold you accountable. Je dois te tenir responsable de tes actions. Je t'aime, mais t'es vraiment stupide d'avoir fait ça. Je t'aime, mais je vais pas te permettre de continuer à faire ce comportement-là. Fait que je pense que c'est le mélange parfait de amour de la mère, discipline, autorité du père, puis tu mélanges ça ensemble, constance, sans arrêt, avec énormément de chance, avec tous les combats, toutes les histoires, tous les alcools au volant, les accidents. Je pourrais être en prison 200 fois déjà, peut-être pas 200, on va dire 50. Je suis chanceux de ne pas avoir tout fait ça dans l'époque de téléphone. Nous, dans le temps, on se battait. Hey, je pense qu'il y a une vidéo YouTube, peut-être à essayer de le trouver. Jerry against Jerome fight. Écoute, si vous le trouvez, il y a comme 100 views. La qualité est dégueulasse. Tu vois rien. Tu entends juste « Oh! » quand Jérôme m'a knock-out. Mais si j'avais fait tout ça dans l'époque d'aujourd'hui que tout le monde filme puis le postait en ligne, hey, c'est fini, là. T'es cancel x 20. La police a la preuve de toutes les niaiseries que t'as faites. Juste pour wrap up ce point-là. Amour, empathie, accountability, discipline, autorité. Ça serait vraiment... S'il y a quelqu'un qui veut mes conseils, ça serait mes conseils à des parents. Puis juste demander de l'aide. On a tellement de ressources à cette heure. Hey, littéralement, ChatGPT. Tu peux parler à ChatGPT pour avoir de l'aide, pour avoir une liste de tous les numéros de téléphone que tu peux appeler. Parce que des fois, en tant que parent, on n'a pas les qualifications, les connaissances pour savoir quoi faire pour aider une situation. Donc, gênez-vous pas pour aller chercher de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse d'aller chercher de l'aide, c'est une force. Tu n'es pas un plus mauvais parent parce que tu ne vas pas chercher de l'aide. Tu n'es pas stupide parce que tu ne vas pas chercher de l'aide. Tu es stupide si tu ne vas pas chercher de l'aide. Go get help. Demande à ChatGPT. Il y a une photo que j'ai postée dernièrement. Je le poste 1 ou 2 fois par année. J'étais à Vegas. C'est bon que j'en parle. C'est le voyage qui a changé ma vie. J'étais avec mes chums, mon ami Pat, mon ami Frank, mon ami Ahmad. On s'en va à Vegas. Imagine, j'ai pas dit à personne, j'avais amené mes stéroïdes de Montréal à Vegas. Dès qu'on est arrivé dans le taxi, j'ai dit « Hey guys, là, j'ai montré mes stéroïdes. » Whatever. Tu sais, quand t'es vraiment en cave, là, tu te fais pogner à l'aéroport, t'as des stéroïdes illégales, tu t'en vas en prison. Fini. Très chanceux. On arrive à Vegas. Faut pas oublier, aucun de mes amis fait de la cocaïne. Aucun de mes amis fait de la drogue. Moi, j'en fais. On arrive là-bas, on commence à gambler un peu. Puis je vais toujours me rappeler, la deuxième journée, j'avais 13 000 $ de chips. 13 chips de 1 000 $. Puis même maintenant, c'est énormément d'argent, mais à cette époque-là, c'était « Oh my God! » Fait que là, je dis aux gars, les gars, ce soir, je vous sors, je suis allé me faire un tatoué Vegas, j'ai les initiales à moi puis mes 3 chums, Wild Vegas, whatever. J'adore ce tatou-là. En marchant vers la chambre après, on s'en allait souper. Je vois une table de bataille. Bataille, c'est un jeu de cartes. C'est le pire jeu de l'histoire.
Tu reçois une carte, le dealer reçoit une carte, la carte plus haute gagne. Je dis, je vais mettre juste un petit 1000. Je mets 1000 sur la carte, sur la table, je perds. Je double. 2000 sur la carte, je perds. Je suis down 3000. 3000 sur la carte, je perds. Je suis down 6000, il me reste juste 7000, je mets le 7000, je perds. Ça, cet argent-là, ça va dire que j'avais perdu une coupe de 1000 de la veille. C'est un des seuls moments de ma vie que la marche du casino jusqu'à 58e étage du area, que j'avais vraiment des pensées de mais comment je vais me remettre de ça? Je dirais pas suicidaire, mais je pensais à l'option de je serais jamais capable de payer 5000 $ que j'ai perdu. On arrive à l'hôtel, je le dis à mes chums, ils rient de moi, ils trouvent ça drôle. Et cette soirée-là, je me défonce. Faut pas oublier, je fais des stéroïdes en plus, ça m'agane le foie, rajoute plein de consommation. J'ai trouvé quelqu'un là-bas qui a de la cocaïne. Je fais de la cocaïne. On fait le party jusqu'à les heures du matin. Et le matin, je pense que vous êtes rendu à 9-10 heures du matin. Je réveille les gars, je suis arraché raide. On est en train de boire l'alcool. Et je décide. Faut se dire au 58e étage du area. Puis c'est drôle, je retourne à Vegas dans 2 mois au area. Je vais demander une chambre au 58e juste pour montrer la vue. T'as la barrière en vitre. T'as 2 tiges de la vitre qui t'amènent une barre. Imagine un genre de barre que t'accroches ton linge dans ta maison. Évidemment, t'accroches pas ton linge à 58 étages. Mais entre la barre puis les poutres puis la vitre, il n'y avait rien. T'es dans le vide. J'étais tellement gelé, tellement hated my life. C'était pas intentionnellement pour me faire mal, mais j'étais comme je m'en calisse si je tombe. J'étais tout nu en plus. Je décide de grimper l'autre côté et m'a couché. Mais là, à ce moment-là, mes chums, ils capotent. Là. Comme ils veulent pas me toucher parce que j'ai peur. Je suis couché sur le dos, défoncé raide. Je riais, là. J'étais même plus présent. Puis je leur disais, I'm not getting off if you don't take a picture, you fuckers. Puis ils ont finalement pris une photo. Puis là, ils m'ont pogné puis m'ont débarqué, mais c'était je dirais, le plus proche de la mort que tu peux être. One wrong move. Tu sais, il y avait l'espace entre les tiges. Fait que là, j'avais le derrière de mes genoux sur un tige, mon bras sur le poteau, puis mes omoplates sur l'autre tige. Fait que là, les omoplates jusqu'au bas des genoux, je suis dans le vide. J'ai juste à me pencher un petit peu, faire une flexion au niveau de la hanche, les fesses. Oh. Très content d'être là aujourd'hui. Ce voyage-là, je suis revenu 13 000 $ dans le trou. À cette époque-là, je pense que je faisais du 40-50 000 par année déclaré. Tu sais, fais les calculs après. J'habitais chez mon ami Frank, puis je me rappelle toujours de ce moment-là. Il est allé travailler à un moment donné, je me suis assis sur le divan. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, j'ai un problème. I have a problem. Puis, je veux pas être émotionnel, mais à ce moment-là, c'est là que j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, ou je pense que c'était un texte, puis j'ai juste dit, mec, c'est quoi le numéro de ta psy? Puis elle oh, fuck. Oh, je m'attendais pas à ça. C'était à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que fuck, ça va vraiment pas bien, mes affaires. Puis il faut pas oublier, à ce phase-là, j'ai envoyé chez ma mère. Fait qu'à ce moment-là, elle m'a envoyé le numéro de la psy qu'elle essaie de me faire rencontrer depuis ces années. Elle s'appelait Tony. Elle s'appelle Tony encore. Et je l'ai appelé, puis c'était c'était mon premier étape dans mon guérisson.
c'était la première chose que j'ai faite de ma vie qui fait en sorte que je suis pas juste en vie aujourd'hui, mais I'm fucking thriving. You know what I mean? Puis c'était le début de la consultation. Je me rappelle encore, on est allé à Montréal, Sainte-Catherine-Ouest, juste en avant des arcades. 2e étage, j'arrive là, les bras croisés. Puis je m'assois en avant d'elle, puis elle dit « So what's up? Why are you here? » Puis je commence à brailler, puis je déballe mon sac. Beaucoup de sacs à déballer. Puis cette femme-là, Tony Rebick, shout out Tony Rebick, avec un I, fait T-O-N-I, Rebick, R-E-B-I-C. Elle fait encore la consultation, je pense plus qu'il est dans l'ordre, mais elle, c'était la psy parfaite pour moi. Moi, je suis un gars de mathématiques, je suis un homme de logique. Je détestais les séances de thérapie, mais parle-moi de tes émotions. Non. Écoute, j'ai fait ça. Dis-moi pourquoi j'ai fait ça. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour plus faire ça. Était magnifique. C'est drôle parce que si ma soeur écoute ça, Kayla, ma soeur a vraiment, je ne veux pas dire détester, mais ma soeur aime vraiment pas son style de coaching. Moi, ça marche pour moi. You know what I mean? Ma soeur peut-être a besoin d'un peu plus de whatever. Love you, Kayla. Puis avec elle, écoute, on a des centaines de consultations. Ça a commencé avec la cocaïne. J'ai dit, la cocaïne, c'est un problème. Le gambling, c'est un problème. À un moment donné, c'était juste cold turkey, arrête la cocaïne. J'ai décidé d'arrêter. Mais je faisais encore des rechutes parce que tu sors encore dans les bars. Je consommais encore beaucoup. La cocaïne, faut pas oublier, je tripais pas nécessairement sur le buzz. Je le prenais le jour parce que j'étais tellement fatigué que j'avais besoin d'énergie. Fait que je le prenais pour travailler. Je le prenais... c'était pas pour être gelé, c'était pour fonctionner puis continuer d'être performant. Et je buvais tellement que quand j'étais vraiment défoncé sur le bord de m'évanouir, j'en faisais un petit peu puis ça te réveillait un petit peu. Je le conseille pas parce que là, ce qui arrive, tu continues à consommer l'alcool, tu es encore plus stupide sur l'alcool, mais là, tu penses que tu es réveillé. Fait que c'est là que le combat, des chicanes de couple, conduire chaud, don't ever do that, OK? Puis quand j'allais la voir, puis j'annonçais une rechute, c'est un message qui va toujours rester en tête. Elle disait, tape-toi pas sa tête pour des rechutes. Le progrès vient après une rechute. Ça se calcule dans le temps que ça t'a pris de revenir au normal. Le progrès dans une rechute, c'est combien de temps ton rechute a duré. Fait que la première fois que j'ai rechuté, j'ai pas été la voir pendant une couple de semaines. T'as honte, t'as pas envie de la voir, tu retrouves les mêmes personnes que t'étais avec. Ça a duré une couple de semaines. Je vais la voir, on bâtit un plan, OK. À un moment donné, j'étais allé en Jamaïque avec un ami, j'étais défoncé, j'en ai pris. Ça a duré 48 heures, mon dérape. Je suis allé la voir. Elle dit, il y a du progrès. La première fois, c'était 2 semaines. Maintenant, c'est 48 heures. Après ça, c'était une journée. Et la dernière fois que j'ai consommé la cocaïne, je poste chaque année le 1er janvier. C'était il y a 9 ans, 8 ans, 9 ans, je me rappelle plus, à Commission de liqueur dans le temps. Maintenant, ça s'appelle le Dirty D. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais là, je travaillais avec mes chums. C'est le 31, on allait faire du cash, puis ceux qui consommaient la drogue, ils faisaient comme un cheers de poudre. On prenait un shot de tequila, puis à la place du sel, on sniffait une ligne. Vraiment super cool, hein? Vraiment pas cool en passant à ceux qui écoutent ça. Fait que j'ai décidé de le faire. Je suis comme, hey, fuck it, on le fait une dernière fois, là. Cheers tequila, un sniff, puis je pense même on a écrasé le citron dans l'œil. Puis ce soir-là, j'ai continué à en faire. Je travaillais au bar, puis dans les bars, moi, si ça se battait à mon bar, je sautais le bar, puis je me battais. J'ai commencé comme doorman, puis là, à un moment donné, j'ai dit, je vais arrêter de me battre tout le temps, je veux faire plus de cash. Fait que j'étais le vendeur de rêve. Par contre, si tu te battais devant mon bar, j'aimais me battre et tu m'empêches de faire de l'argent. Donc, je saute le bar et je me bats. Ce soir-là, je suis en train de travailler, puis là, je vois juste plein de monde
se battre puis courir dehors. Je saute le bar, je vois dehors, devant moi, je vois quelqu'un, je l'ai une femme. Et à ce moment-là, j'ai vu le gars, j'ai commencé à le frapper, il est tombé à terre, inconscient. J'ai continué à le frapper, j'ai continué à le frapper, j'ai continué à le frapper, jusqu'au moment que je me fais plaquer par la police. Très rapidement après, je suis penché sur le char de police, les mains en arrière. Puis à ce moment-là, j'étais comme « Oh my God! » C'est là que ça se termine. C'est là, tu sais, je fais l'introspection comme you fucking idiot, t'étais si bon, puis là, t'as fait une erreur. » J'étais extrêmement chanceux. Même la police, si on avait beaucoup de problèmes, si j'avais beaucoup de problèmes avec eux autres, ils croyaient en moi. J'étais quelqu'un poli, bien élevé, gentil. C'est juste en consommation, ça changeait. Heureusement aussi, 30 personnes sont allées voir les policiers pour leur dire « L'autre gars, il a battu une femme, il a fait la bonne affaire. » C'est pas la bonne affaire, mais... Puis à un moment donné, je me rappelle, le police, il m'a pris par le collet. On avait une chemise blanche, là, j'étais rempli de sang. Il a enlevé mes menottes. Il me dit « Je veux plus jamais te voir. Next time, you're done. Go in. » Puis il m'a comme donné un poussé, like, go, pas go to the gym, rentre en dedans. Je suis rentré en dedans. J'ai changé mon chandail. Puis à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais touché à la cocaïne. Encore là, c'est un exemple parfait de je dois me rendre à des limites extrêmes pour apprendre. Je ne le suggère pas pour personne. Pour revenir à la consommation, ce journée-là, mais le lendemain ou 2 jours après, je suis allé voir Tony. J'ai conté l'histoire. J'ai dit « I need to be better. I need to be better. » Là, elle m'explique. Elle, c'était comme un psy, mais elle avait le côté business. Elle est formidable, elle était vraiment bonne. Elle expliquait, avec un peu au niveau spirituel, j'avais toujours des problèmes de char, toujours des... Puis elle disait, ta relation avec l'argent est pas bonne. Tu voles des fois, parce que oui, je volais à certaines places, j'avais tous les mauvais comportements. Tu le dépenses stupidement, fait que c'est sûr que l'univers va pas t'envoyer des bonnes choses. Puis c'est drôle, dès que j'ai arrêté de voler, dès que j'ai slacké, consommé beaucoup d'alcool, puis sorti dans les bars, puis je commençais à travailler dans les gyms. Tu sais, j'ai même pas commencé l'histoire de gym. Je pense qu'on va faire un autre podcast qui va être le début du gym pour éviter de vous garder pendant 8 heures aujourd'hui. Mais elle m'a appris d'avoir une bonne relation avec l'argent, d'attirer l'abondance, de changer le mindset, l'autosuggestion, de répéter des phrases positives, de pas répéter des phrases négatives. Puis c'est des comportements que j'ai pas juste utilisés pour moi, que j'utilise pour mon enfant. Mon enfant, jamais je l'ai appelé mon petit tannant, mon petit monstre, mon petit Chris. Même quand il allait à la garderie, puis la garderie, tu sais, Isabelle est formidable, cette femme-là. Elle disait « Ah, mon petit tannant », je la corrigeais « Hey, Isabelle, j'aime pas ça quand tu l'appelles mon petit tannant, s'il vous plaît. » Même s'il fait une gaffe, non, tu es mon ange, tu es un bon garçon. Écoute, peut-être je suis juste chanceux, mais je pense que tout le monde qui a rencontré mon petit garçon, il est vraiment gentil, il a l'énergie, etc. Mais c'est littéralement un petit ange, ce n'est pas un petit monstre. Je pense que on doit changer notre vocabulaire, pas juste envers nos enfants, envers nous, envers nos proches. Tu veux pas arrêter de fumer, tu veux vivre en santé. Tu veux pas répéter le mot fumer, fumer, fumer. Tu veux pas perdre du poids, tu veux vivre en santé. Tu veux pas répéter le mot poids tout le temps. On doit faire attention à ce qu'on dit. Je créais des lettres à moi-même que je lisais chaque matin, des phrases à moi-même que je disais chaque matin. I am rich, I am powerful, I am beautiful, I am strong. Avant de me coucher pour me dormir, je répétais je suis calme, je suis de plus en plus calme. Les mots qu'on se dit entre amis, en famille, dans notre tête sont hyper importants. Puis au courant de les 12 dernières années, ce que je me dis, c'est du positif. C'est pas nocif. Puis c'est sûrement le top 3 choses qui m'ont permis d'être où je suis aujourd'hui. Puis où je suis aujourd'hui,
a absolument rien à voir avec le succès exponentiel que je vais avoir, pas juste financièrement, mais en amour, en famille, en amis, dans 10 ans. Je décide ça, j'envoie ça à l'univers, puis je le répète à mes proches, à mon enfant, à ma femme, à mes filles, à mes employés. Je pense que c'est le numéro 1 leçon s'il y a des gens qui struggle sur n'importe quoi aujourd'hui, c'est écrire une liste de tout ce que vous voulez être, tout ce que vous aimeriez être, seulement des choses positives et vous répétez « I am ». Je suis fort, je suis beau, je suis puissant, je suis riche. Puis les premières fois que vous allez le lire, vous allez rire, vous allez trouver ça stupide. Mais la deuxième fois, tu vas trouver ça moins stupide et moins drôle. Puis la 10e fois, vous allez commencer à le croire. Puis après 30 jours, les gens dans ton entourage vont commencer à te dire « T'agis un peu différent, je trouve ça bizarre. » Fake it until you fucking make it. And then when you make it, fake it even higher. Un exemple hier, comment j'utilise ça même dans mon entreprise. J'ai une directrice de vente, marketing, communication qui est assise devant moi. Elle m'assiste dans le podcast, même si vous ne la voyez pas, Simone. Elle était full fière d'un projet, puis elle a écrit quelque chose du genre « Keep feeding me projects, I'm a wild horse. » Elle est full motivée, elle est full contente, je l'ai corrigé. « You are not a wild horse. » Les chevaux qui performent le plus, ils ont des affaires sur les yeux. Tunnel vision. Pour juste ce qu'ils voient, ils vont en avant. Ils sont disciplinés. Ils ne sont pas partout. Ils se pratiquent en une discipline. Ils ont quelqu'un pour leur supporter, un trainer, un mentor qui est constant, que cette personne-là aussi s'en va dans la même direction, le même objectif que toi. You are not a wild horse. You are a disciplined horse. You are tunnel vision. Do less things, but do more of the things you work on. Don't take a whole bunch of projects and bring them to 60%. Work on 1 or 2 projects and bring it to 1,000%. La raison pour que je dis ça, c'est elle doit se dire des choses plus positives. You are not a wild horse. Tu vas continuer à avoir des comportements dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, wild. You are not a fucking wild horse, Simone. You are disciplined. You are a racehorse. You are a winner. You are the Kentucky fucking Derby of horses. Puis même si tu ne l'es pas maintenant, tu dois te dire I'm the Kentucky Derby of horses. Tu dois commencer à écouter le Kentucky Derby. L'année prochaine, on va faire ton bonus, qu'on s'en va la famille et toi au Kentucky Derby pour voir You are an aligned racehorse. Puis il y en a qui vont écouter et dire c'est donc mes niaiseux. C'est pas niaiseux. Tu sais, ce commentaire-là, il est niaiseux. Tunnel vision. Focus. I am strong. I am a great dad. I am a great husband. I am a great boss. I am rich. I am abundance. I attract money. I attract opportunities. I will accomplish anything I put my mind to. I will open the best chain of gyms in the history of fucking North America. Blackburn will be known worldwide one day for sports, for fitness, for mindset. And I believe that. Mais je te garantis que recul il y a 10 ans, je pensais que tout ça était niaiseux. Puis tu sais quoi? Les choses que tu te répètes, quand ils deviennent réalité, tu dois les changer. C'est maintenant ta réalité, tu dois upgrade. Fait que ton autosuggestion, il change. Puis je suis rendu à une phase dans ma vie aujourd'hui que je fais moins de ça. J'ai pas besoin de me réveiller le matin. Je suis beau, je suis fort, je suis riche. Je le crois, puis je le suis. You know what I mean? Je me réveille le matin, j'ouvre ma lumière. Maintenant, mon matin est dédié sur ma santé parce que je suis puissant, je suis en santé. Je dis pas je veux pas être malade. Fait que faites toujours attention comment vous parlez entre les deux oreilles, devant vos enfants, comment on parle à nos enfants. Et je vais vous dire, quand vous allez commencer à faire ça, si vous avez des amis qui sont vraiment négatifs, soit vous allez devenir exactement comme eux autres. Vous êtes la moyenne de les personnes qui t'entourent le plus. Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Je sais pas c'est qui, c'est pas moi qui ai créé ce quote-là. Là. Chicanez-moi pas sur les réseaux sociaux. Mais moi, quand j'ai commencé à faire tout ce cheminement-là, arrêter la drogue, l'autosuggestion,
j'ai plus d'amis de cette époque-là. Il y a du monde que j'écris encore. Fait que ça se peut que tu te retrouves aussi toute seule, qui est aussi très épeurant. T'as rien à faire ton samedi soir maintenant. Read a fucking book. Tes amis t'écrivent plus. Ouais, mais tu sais quoi, c'est parce que toi, t'as choisi, tu veux pas embarquer dans la négativité. Dans mon entreprise, c'est écrit dans mon livre, man. Playbook. No drama. Attends. Look. Communicate like a pro. No gossip, no passive-aggressive games. Be clear, be direct, be human. No fucking drama. J'accepte pas de drama dans ma relation, puis ma femme non plus, dans mes amis, dans l'entreprise. There is no drama. Dès que vous alignez sur vos valeurs, ça se peut que tous vos amis vont partir. Hey, les vrais amis que j'ai maintenant, je peux même pas les compter sur une main. You know? Des vrais bons employés, ça, on en a beaucoup. Puis il y a des gens, que ce soit des amis, des collègues, des fournisseurs, des partenaires, qu'éventuellement, si on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne pourrait plus continuer à se voir, on ne pourrait plus travailler ensemble. On s'enligne sur quelque chose. Puis juste pour vous rassurer, ceux qui écoutent ça, qui ne savent pas où commencer, j'ai 35 ans. On a créé ce playbook-là pour l'entreprise avec la culture de l'entreprise à 35 ans. Recule 8 ans, quand j'ai ouvert le gym, je te garantis que j'avais pas un playbook. Écrit bien en français, écrit bien en anglais, tout comme ça. Les deux derniers points que je veux parler avant de closer ce podcast. Un, c'est être fier du progrès. 35 ans aujourd'hui, je sais même plus on est rendu à combien, 12 gyms, 100 employés, une grosse équipe, marié, un enfant incroyable, en santé. J'ai encore des mauvais comportements. You know, le vouloir de gambler est dans mon sang. Je me réveillerais sur une table de blackjack, you know? Donc c'est pas, t'arrives jamais à un moment que t'es parfait. Surtout ceux qui ont été dans un extrême. Fait que c'est de voir le progrès, puis à chaque jour, être fier de toi. Des fois, même à ce jour, la bouffe, je binge plus comme avant, mais j'arrive le soir, je décide de manger un bol de quelque chose, puis finalement, j'en mange 3. Il y a quelque chose dans mon sang qui va toujours être intense. Puis c'est pour ça que je suis là, puis c'est pour ça que je m'aime de même. Un de les mots, c'est dans le temps, on disait tu es impulsif. Fait que là, chaque fois que je faisais un mauvais comportement, je disais, mais c'est pas ma faute, je suis impulsif. Rappelez-vous de ça. C'est toujours ta faute. C'est toujours ta faute. Quand j'ai arrêté de répéter que je suis impulsif, j'ai arrêté d'être impulsif. À ce jour, 4 fois par semaine, je calisserais mon poing d'en face à quelqu'un. Là. You know, on y va, il y a des gens là qui disent, on a fucking punch him in the face. Il est encore dans toi. It's still in you. Les petits monstres, les petits démons, on peut les calmer. Que vous faites des programmes de AA, la méditation, whatever. Quand t'es fucké, tu restes fucké. Mais tu prends ce fucké-là pour t'amener loin. Dernière fois, pour prendre votre attention, pour 5 secondes, on a Instagram, Facebook, TikTok, Go to the Gym Podcast. Ça me ferait énormément plaisir si tu peux aller nous follow sur les réseaux sociaux pour être au courant de tous nos futurs épisodes. Goodbye. Mais si vous pensez un jour, vous allez vous réveiller, pas de vice, la vie est belle, life is good, t'es vraiment dans le champ. Fait que ce que je dis, la raison pourquoi je dis ça, c'est soyez fiers de votre progrès. Soyez extrêmement fiers de votre progrès. Je vais vous conter une petite anecdote avec mon fils qui est arrivé cette semaine. On revient de 5 jours à Disney. On est tous épuisés. Puis c'est l'heure de coucher. Ça va toujours bien le coucher. Des fois, il pleure parce qu'il veut dormir avec moi, mais non, tu dors dans ton lit. Puis ce soir-là, il pleurait, mais moi, j'ai vraiment la misère quand des enfants pleurent. Tout mon enfant pleure, mais comme on dirait pour rien. C'est juste comme couche-toi, là, puis là, il pleure. Recule même, il y a 4 ans, quand j'étais moins bien
dans mon corps, dans ma tête, j'aurais élevé le ton. You know, j'aurais pas été le papa que je suis aujourd'hui. Puis à ce moment-là, avec Jackson, je le voyais, là, ça montait, puis ça fait longtemps que ça n'a pas monté. Je l'ai regardé, j'ai dit, Daddy's losing patience right now. So I'm going to go in the other room. I'm going to take some time to breathe. And you, my son, you have to learn to calm down your emotions. You have to learn to control yourself because daddy's not always going to be there to give you a hug when you're not doing well. So you got to do some deep breathing. I'm going to go do some deep breathing because I don't want to yell anymore. I don't yell anymore. C'est ça que je dis à mon fils, c'est ça que je dis. I don't do that. Je dis pas, I don't want to. I don't yell anymore. So I'm going to leave the room. You're going to cry like a baby. And you got to control yourself and calm down. And when you do, I'm going to come in, give you a hug, read your favorite book, sing you your songs, and you're going to go to bed. Puis ça a pris environ 10 minutes. J'étais allé me calmer. Lui a réussi à se calmer tout seul. On est rentré en dedans. J'ai dit à quel point j'étais fier de moi. Hey, I'm proud of myself for doing that. Puis à quel point j'étais fier de lui. Mais les petits monstres sont encore dans toi. J'ai déjà été malheureux et j'ai déjà crié en tant que papa quand il était très jeune. I'm not that guy. J'ai été élevé dans des environnements que des fois on criait, des fois il y avait... Fait que je pourrais facilement dire « Ah, mais c'est ça que je connais, c'est ça que je vais faire. » Non, c'est à nous en tant que parents de briser des mauvais patterns. C'est notre rôle en tant que parents de travailler sur nous pour que les démons à l'intérieur de nous qui étaient créés dans notre enfance, dans notre adolescence, nos enfants ne grandissent pas avec ces mêmes démons-là. Je vais closer le podcast pour vous amener au prochain sur les fameux gyms, l'entrepreneuriat qu'on n'a rien parlé. Pour moi, les gyms ont sauvé ma vie. J'ai commencé non seulement à m'entraîner, mais ma première job, c'était au Gold's Gym en tant que vendeur. Fait que je vendais des abonnements aux gens, je travaillais dans les gyms, c'était malade. J'avais jamais fait de cours de groupe de ma vie, c'était bodybuilding. Éventuellement, mon chum Matt Tessier s'entraînait à un gym. Il me dit, viens faire un cours de groupe. Je vais faire un cours de groupe là. Ah, c'est cool. Les gens sont gentils. Là, je commence à faire du CrossFit. Ah, c'est nice. Parle, jasage, je commence finalement à travailler à ce gym-là. Je deviens un bon ami avec le propriétaire. C'était encore dans la phase que je consommais la drogue, un peu de mensonge, je travaillais dans les bars. Puis j'ai réalisé en travaillant là, quand j'ai parlé à cette personne-là de la drogue puis de mon week-end, puis il m'a regardé comme oh, « Tu fais de la cocaïne? » Dans ma tête, je suis comme « Mais tout le monde fait ça? » Puis j'ai découvert un monde plus santé. Les gens qui vont sortir puis se coucher à 10 heures parce que le lendemain matin, ils vont au gym à 7 heures. J'ai découvert la philanthropie, l'entraide. J'ai découvert c'était quoi avoir un boss cool, you know? Même si ça a mal fini avec cette personne-là, c'était dans le temps que je travaillais pour lui, c'était un boss positif qui était gentil avec les employés. Ce gym-là m'a permis vraiment de voir il y a un autre monde complet. Puis je veux faire partie de ce monde-là. Puis pour ma santé, mon bien-être, mon avenir, je dois faire partie de ce monde-là. Après 2 ans de travailler là, j'ai calculé des chiffres d'affaires, j'ai amené beaucoup d'argent, j'ai demandé une augmentation qui était refusée et j'ai donné, faut pas oublier, je parlais à mon meilleur ami à cette époque-là, j'ai donné l'ultimatum, soit on ouvre un gym ensemble, ou je dois quitter. Parce que j'avais un contrat de 1 an de non-sollicitation. J'ai dit, moi, je dois quitter. Mon 1 an commence aujourd'hui. Il me dit que j'avais pas... I didn't have what it takes to open a gym. J'étais trop un loose cannon, imprévisible, immature.
Maintenant, je comprends, il faisait ça pour me rabaisser, pour pas whatever. J'ai pleuré comme un bébé. On s'est même pleuré dans les bras. J'ai mis ça dans ma poche arrière. Tu te rappelles qu'est-ce que j'ai dit plus tôt? J'ai ça quand les gens me disent quoi faire. J'ai ça quand les gens me disent qu'est-ce que je peux et je peux pas faire. I did it, motherfucker. And I'm still doing it. C'est bon! Oh yeah! J'ai fini là-dessus! Ah, c'est que c'est fort! Ça, c'est un petit clip aussi à la fin. Là. Fort! Oh yeah! Yeah.